Ananda K. Coomaraswamy. Suis-je le gardien de mon frère? Chapitre 1er. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, qui tua son frère Abel, le pasteur, et bâtit la première cité, préfigure la civilisation moderne. Elle a été décrite de l'intérieur comme une machine meurtrière, sans conscience et sans idéaux. Note de bas de page. Jay Lappiana, dans Harvard Divinity School Bulletin. Retour au texte. Ni humaine, ni normale, ni chrétienne. Note de bas de page. Eric Gill, autobiographie, New York 1942, page 174. Retour au texte. Et en définitive, comme une anomalie, pour ne pas dire une monstruosité. Note de bas de page. René Guénon, Orient et Occident, Paris 1924. Retour au texte. Quelqu'un a dit « Les valeurs de la vie refluent lentement. Il reste la façade de la civilisation sans aucune de ses réalités. » Note de bas de page. A. N. Whitehead, Adventures of Hades, 1933, page 358. Retour au texte. Des critiques semblables pourraient être citées indéfiniment. La civilisation moderne, par son abandon de tout principe, peut être comparée à un corps sans tête, dont les derniers mouvements ne sont que des convulsions privées de sens. Toutefois, ce n'est pas de suicide, mais de meurtre que nous nous proposons de parler. De voyageurs modernes, ton nom est légion. Ayant l'intention de visiter un paradis perdu, tel que Bali, demande souvent si cette île a déjà été contaminée. C'est là une confession naïve, pour ne pas dire tragique. Cet homme ne se rend pas compte, en effet, qu'il reconnaît sa culpabilité et que sa question revient à demander si la source de l'équilibre et de la grâce dans les autres civilisations a déjà été empoisonnée au contact d'hommes comme lui et par la culture dont il est un produit. Les Balinais, écrit Covarrubias, ont mené une existence convenable au sein d'un système coopératif autarcique reposant sur l'assistance mutuelle, l'argent étant employé uniquement comme marchandise secondaire. Comme il leur est difficile de se procurer de l'argent, plus rare chaque jour, nécessaire pour payer les impôts et satisfaire de nouveaux besoins, il est à craindre que la décomposition graduelle de leurs institutions, conjointement à la perte de leur richesse nationale, ne transforme les fiers et honorables Balinais de la présente génération en coulis, voleurs, mendiants et prostituées, et qu'elle ne provoque, à la longue, une catastrophe sociale et morale. Il serait futile de préconiser des mesures pour prévenir la marche impitoyable de l'occidentalisation. On ne peut pas empêcher le tourisme. Les besoins du commerce ne seront pas restreints pour des raisons sentimentales ou morales, et le pouvoir des sociétés missionnaires est souvent immense. Sir George Watt écrivait en 1912 « Malgré les dommages pour l'art indien et pour les personnes qui pourraient en résulter, nous devons laisser libre cours au progrès qui suit l'aventure industrielle de la civilisation. » La même année, Gandhi déclarait que l'Inde est écrasée non par le joug de la domination anglaise, mais par celui de la civilisation moderne. Dans une lettre ouverte à Gilbert Murray, Rabindranath Tagore écrivait qu'il n'est plus de peuple dans toute l'Asie qui ne regarde l'Europe avec crainte et soupçon. Lorsque je fis remarquer à une ouvrière que l'attitude des Allemands en Belgique était épouvantable, elle répliqua « Oui, et encore heureux que les Belges ne soient pas traités comme des nègres du Congo. » La civilisation moderne tient pour établi que plus les gens veulent de choses et sont capables de les obtenir, plus ils sont heureux.
Ces valeurs sont quantitatives et matérielles. La question « Que vaut cette personne ?» signifie « Combien gagne-t-elle ?» Récemment, un orateur au Boston College qualifiait la civilisation occidentale de fléau pour l'humanité, et ceux qui reconnaissent à présent son reflet dans le miroir japonais partagent sans aucun doute la même opinion. Néanmoins, Henry A. Wallace, alors vice-président des États-Unis, dans une allocution pleine de bonnes intentions, fit la promesse qu'une fois la guerre achevée, les nations les plus anciennes auront le privilège d'aider les nations les plus jeunes à s'avancer sur le chemin de l'industrialisation. Au fur et à mesure que leurs masses apprendront à lire et à écrire, et à devenir des mécaniques productives, leur niveau de vie doublera et triplera. Il n'a pas parlé du prix à payer, pas plus qu'il n'a réfléchi au fait qu'un progrès incessant, n'apportant jamais le contentement, revient à condamner tous les hommes à un état de pauvreté irrémédiable. Ainsi que le disait saint Grégoire de Nazianze, si tu pouvais acquérir toutes les richesses de la terre, il en resterait encore davantage dont l'absence te laisserait pauvre. Pour ce qui est de l'instruction, nous nous contenterons de souligner la connexion significative entre savoir lire et écrire et les mécaniques productives. Du reste, la chaîne de montage rappelle la chaîne des forçats. La lecture et l'écriture ne sont de la plus haute importance pour les masses que dans une civilisation quantitative où l'on doit être capable de lire les avis et les annonces si l'on veut, sans risque, gagner de l'argent et élever son niveau de vie. Nous dirons également que si l'instruction doit permettre aux masses indiennes et chinoises de lire ce que lit le prolétariat occidental, elles vivront mieux, du point de vue culturel, avec leur propre littérature classique, dont chacun possède une connaissance orale. Il nous faudra ajouter qu'il est encore vrai que, comme l'écrivait Sir George Birdwood en 1880, notre éducation a détruit en eux l'amour de leur littérature, la joie qu'ils trouvaient dans leur art, et pire encore, la sérénité que leur religion traditionnelle et nationale leur apportait. Elle les a dégoûtés de leur foyer, de leurs parents, de leurs sœurs et même de leurs femmes. Elle a fait naître le mécontentement dans toutes les familles atteintes par ces influences pernicieuses. Les systèmes d'éducation devraient être des prolongements de la culture de chaque peuple, mais de celle-ci, l'éducateur occidental sait peu de choses et s'en soucie encore moins. Ainsi, O.L. Reiser a déclaré que, après la guerre, les idéaux et la politique américaine, loin de tolérer l'autonomie culturelle des autres peuples, domineraient le monde, et que toutes les religions et les philosophies pouvaient et devaient être rejetées au profit de l'humanisme scientifique, appelé à devenir la religion de l'humanité. Disons simplement que, si les races occidentales veulent faire quelque chose dans l'avenir pour les peuples dont les cultures ont été broyées par les intérêts du commerce et de la religion, elles devront commencer par renoncer à ce qui a été appelé avec justesse leur fureur de prosélytisme. Hypocrite, car vous parcourez terres et mers en quête d'un seul prosélyte. Note de bas de page. Saint Matthieu, 23, 15. Retour au texte. Nous oublions que si beaucoup de peuples d'Asie, pour des raisons assez évidentes, sont insuffisamment pourvus en biens nécessaires à la vie, tous ne sont pas dans le même cas. On oublie que c'est une conception asiatique fondamentale que d'estimer une fois donné ce qui est nécessaire à la vie, qu'il est illusoire de croire que l'acquisition d'autres biens soit souhaitable. Alors que l'Européen aspire à une vieillesse économiquement indépendante, la perspective indienne propose pour la vieillesse une indépendance du fait économique. Les cobayes d'un ouvrage bien connu, en d'autres termes vous et moi, dont les désirs sont continuellement exacerbés par le spectacle et le bruit des publicités, il a été admis que toutes les industries unissent leurs forces pour imposer dans chaque foyer un plus haut niveau de vie, ont été comparés par un écrivain indien
à un autre animal, l'âne, devant lequel le conducteur suspend à un bâton attaché à son propre harnais une carotte très appétissante. Plus l'animal court pour attraper la carotte, plus la charrette avance, c'est-à-dire plus les dividendes sont élevés. Nous sommes l'âne, le fabricant et le conducteur, et cette situation nous plaît tant que, dans notre bienveillance, nous aimerions également que les balinais deviennent des ânes, en même temps que nous demandons s'ils ont déjà été contaminés. Polluer veut dire dégrader, mais le mot a aussi le sens le plus sinistre de spolier, et il y a des façons de vivre, ainsi que des biens matériels dont on peut être dépouillé. Il est bon de préciser que, si nous abordons en grande partie le problème des relations interculturelles sur le plan de l'art, nous n'avons pas à l'esprit la conception moderne, esthétique ou sentimentale de l'art. Nous l'envisageons selon la perspective platonicienne, qui est en même temps universelle et dans laquelle l'art est le principe de la fabrication, et rien d'autre que la science de faire toute chose pour le bien physique et métaphysique de l'homme, et selon laquelle, en conséquence, l'agriculture et la cuisine, le tissage et la pêche sont tout autant des arts que la peinture et la musique. Aussi étrange que cela puisse nous paraître, il ne faut pas oublier que nous ne pouvons prétendre penser pour les autres si nous ne réussissons pas à penser avec eux. Dans ce contexte, alors, l'art inclut la totalité de la vie active et présuppose la vie contemplative. Désintégrer l'art d'un peuple, c'est détruire sa vie, en le réduisant à l'état prolétarien des bûcherons et des puiseurs d'eau, dans l'intérêt d'un commerçant étranger, à qui revient le bénéfice. L'emploi des Malais dans les plantations de caoutchouc, par exemple, ne contribue en rien à leur culture et ne fait certainement pas de nos amis. Ils ne nous doivent rien. Nous faisons preuve d'une irresponsabilité dont les Orientaux, pour la plupart, sont encore innocents. Je voudrais illustrer ce que j'entends par responsabilité. J'ai connu des Indiens qui refusèrent avec indignation d'acheter des actions lucratives dans une société hôtelière parce qu'ils ne voulaient pas s'enrichir en offrant l'hospitalité, et une femme indienne qui ne voulait pas acquérir de machine à laver pour ne pas faire de tort aux blanchisseurs. Un Européen, Marcopalis, fit preuve d'un sens égal de la responsabilité en choisissant des cadeaux pour ses amis tibétains. Il se donna une peine infinie pour éviter tout objet qui aurait pu tendre à une destruction de la qualité de leur niveau de vie. Le monde moderne a en fait abandonné, comme l'a fait récemment remarquer Aldous Huxley, la notion d'une vie honnête, selon laquelle un homme n'est pas un bon chrétien s'il vit d'usure ou de spéculation, ou un bon bouddhiste s'il fabrique des armes ou des boissons enivrantes. Comme je l'ai dit ailleurs, s'il y a des emplois incompatibles avec la dignité humaine, ou des produits même lucratifs qui ne sont pas des biens véritables, ces emplois et ces produits doivent être abandonnés par toute société qui a en vue la dignité de l'ensemble de ses membres. Un niveau de vie ne peut être proprement qualifié de haut que s'il est évalué du point de vue de la dignité et non pas uniquement du point de vue du confort. Les bases de la civilisation moderne sont si profondément corrompues que même les érudits ont oublié que l'homme a toujours tenté de ne pas vivre que de pain. Platon a écrit qu'il est contraire à la nature des arts de ne chercher dans l'objet que l'utile en négligeant le but. Saint Thomas d'Aquin dit que l'artisan est naturellement enclin par justice à exécuter son travail fidèlement. Pour saisir jusqu'à quel point l'industrialisme a amoindri le sens de l'honneur et la volonté naturelle de l'ouvrier d'accomplir du bon travail, il suffit de lire ce qu'a pu écrire Gilbert Murray en parlant des mécaniciens et du personnel qui construit et révise les avions. Il me semble merveilleux qu'on ait pu prendre un si grand nombre d'hommes dignes d'une telle confiance. Et encore, l'âge des machines les a fait ainsi pour la première fois dans l'histoire. C'était là une partie de sa défense de la civilisation occidentale dans une lettre ouverte à Rabindranath Tagore.
tout ce que cette abracadabrante histoire d'avion signifie en réalité, bien entendu, c'est que partout où la production est vraiment pour l'usage, et non pas principalement ou uniquement pour le profit, l'ouvrier est toujours naturellement enclin à exécuter son travail fidèlement. Mais aujourd'hui, comme l'a remarqué Madame Handy, la perfection technique demeure l'idéal de l'artisan des îles Marquises. Note de bas de page. Art des îles Marquises, 1938, voir les propos de deux critiques de l'ouvrage, de J.F. Embry et Suyemura, A Japanese Village. L'un remarque que, dans cet ouvrage, nous voyons un petit groupe de familles japonaises vivre, travailler et lutter quotidiennement pour gagner leur pain, éduquer leurs enfants et mener une vie toute simple, de la manière commune aux gens partout ailleurs. L'autre que son livre apporte la preuve qu'il faudra plusieurs longues années pour occidentaliser le paysan japonais. Plus les longues années seront nombreuses, meilleur ce sera pour la paix et le bonheur des paysans japonais et du monde. Retour au texte. Et typique de ce qui pourrait être cité d'une centaine d'autres sources. Des sauvages de Nouvelle-Guinée, Raymond First dit que leur art est d'une importance fondamentale en tant qu'expression de valeurs sociales complexes, mais sous l'influence européenne, la qualité de cet art a commencé à décliner dans à peu près tous les cas. C. F. Iclé écrit que, en raison de l'influence du monde occidental, qui est si empressé d'inonder le reste du globe de produits inférieurs fabriqués en série, détruisant ainsi chez les indigènes les notions de qualité et de beauté, ainsi que la joie créatrice, on peut se demander si l'art magnifique du tissage ikat pourra survivre longtemps dans les Indes néerlandaises. Il est vrai que nous avons appris à apprécier les arts primitifs, mais seulement après les avoir collectionnés. Nous conservons les chants folkloriques, alors même que notre style de vie détruit le chanteur. Nous sommes fiers de nos musées où nous exposons les preuves accablantes d'un mode de vie que nous avons rendu impossible. Les trésors des musées constituaient, à l'origine, les productions quotidiennes d'hommes vivants. Mais à présent, en raison du déclin de la culture dans les îles où les objets étaient fabriqués, ceux-ci peuvent être étudiés d'une manière plus satisfaisante dans les musées, tandis que, à leur source, ces techniques magnifiques et hautement développées ont disparu ou sont en voie d'extinction. En voie d'extinction, car, d'après le croisé fataliste, nous devons laisser libre cours au progrès qui suit l'aventure industrielle de la civilisation, à quoi l'on peut seulement répliquer que, s'il est inévitable qu'il y ait du scandale, malheur à ceux par qui le scandale arrive. En vérité, qu'est-il donc arrivé récemment en ville que Caïn avait bâtie? Ne croyons pas que cela ne puisse arriver ici. Notre amour de l'art et notre appréciation de l'art primitif, ainsi que nous définissons tout art abstrait et impersonnel, plutôt qu'auto-expressif ou exhibitionniste, n'ont pas éveillé dans nos cœurs le moindre amour pour l'artiste lui-même. Il serait impossible d'imaginer une culture plus dépourvue d'amour et plus sentimentalement cynique que la culture européenne et américaine d'aujourd'hui. Elle s'imagine voir à travers toute chose, alors qu'elle ne s'intéresse qu'à elle-même. La froide raison de son érudition objective, appliquée à l'étude de ce que les hommes ont cru, n'est qu'une sorte de frivolité dans laquelle le vrai problème, celui de savoir ce que l'on doit croire, est éludé. L'inversion des valeurs est si grande que l'action, normalement le moyen d'arriver à une fin, est devenue une fin en elle-même, et que la contemplation, condition préalable à l'action, en est venue à être dénigrée comme une fuite des responsabilités sociales. Dans le présent essai, nous nous occupons non pas des relations politiques ou économiques, mais des relations culturelles qui ont réellement subsisté et par ailleurs devraient subsister entre les peuples qui se qualifient eux-mêmes d'évolués et ceux qu'ils appellent arriérés, un type de nomenclature qui fait penser au lion peint par lui-même. Ce n'est pas que nous négligions les rapports sinistres qui lient vos activités culturelles à l'étranger à vos intérêts politiques
et économique. En vérité, il est à craindre que, quand même vous auriez pris la décision d'établir des relations politiques et économiques avec les autres sur une base de justice, vous ne vous croyez encore investi d'une mission civilisatrice. Il y a autre chose que des intérêts politiques et économiques derrière la fureur de prosélytisme. Derrière tout cela, il y a un fanatisme qui ne supporte aucune sagesse qui ne soit de son époque ou de son genre, ni le produit de ses propres calculs pragmatiques. Il y a une rancœur, a dit Hermès Trigémiste, qui est dédaigneuse de l'immortalité et ne veut pas que nous reconnaissions ce qu'il y a en nous de divin. C'est pourquoi l'exportation de votre éducation est bien plus scélérate que votre trafic d'armes. Ce qui fut entrepris par les Anglais en Inde, quand ils se proposèrent de constituer une classe de personnes, indiennes par le sang et la couleur, mais anglaises par ses goûts et ses opinions, sa morale et son intelligence, Lord Macaulay, c'est exactement ce que Middletown, remplaçant anglais par américain, aimerait faire aujourd'hui. C'est ce que les Anglais tentèrent de faire en Irlande, où en 30 ans, l'Irlandais fut éliminé si rapidement qu'en 1891, il y avait moins de personnes qui le parlaient dans toute l'île que dans la seule petite province de Connaught, 30 ans auparavant. La somme de souffrances effroyables qu'entraîna cette politique n'avait aucune importance pour le ministère de l'Éducation nationale, dont le grand objectif était de réaliser une uniformité anglicisée. On apprend juste aux enfants à avoir honte de leurs parents, de leur nationalité, des noms qu'ils portent. Chacun aura reconnu le modèle appliqué de la même manière dans le cas des Indiens, éduqués à l'anglaise, et dans celui des Indiens américains, qui ont été soumis à l'ignorance de maîtres d'école qui ne parlent pas leur langue maternelle. Tels sont les fruits de la civilisation, et c'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. Tout cela ne peut être expié que par le repentir, la rétractation et la restitution. Cette dernière attitude est en fait une impossibilité. Le séquoia abattu ne peut être replanté. Une civilisation traditionnelle, cependant, survit encore, de manière précaire, dans des oasis préservées, et le moins qu'on puisse dire au monde moderne, c'est qu'importe tout ce que vous pourrez dispenser dans vos guerres de pacification ou par la voie d'une pénétration pacifique, mais soyez assez aimable pour réserver votre éducation scolaire et vos écoles de perfectionnement à votre usage propre. Ce que vous appelez mission civilisatrice n'est à nos yeux rien d'autre qu'une forme de mégalomanie. Tout ce que nous voulons apprendre de vous, nous vous le demanderons quand nous en ressentirons le besoin. En même temps, si vous choisissez de nous rendre visite, vous serez les bienvenus. Et si quelque chose que nous possédons suscite votre admiration, nous dirons « c'est à vous ». Pour le reste, c'est plus dans son propre intérêt qu'en vue d'opérer une restitution que le monde doit changer son esprit, se repentir. Car, comme la philosophie le dit à Boès dans sa détresse, tu as oublié qui tu es. Mais comment cet animal raisonnable et mortel, ce mental extraverti, peut-il être éveillé? Comment peut-il se souvenir de lui-même et être converti de sa sentimentalité et de sa confiance absolue en un savoir estimatif à la vie de l'intellect? Comment rendre sa signification à ce monde? Ce n'est pas bien entendu par un retour aux formes extérieures du Moyen-Âge, ni non plus par l'assimilation d'un modèle de vie qui survit en Orient ou ailleurs, mais pourquoi pas par une reconnaissance des principes sur lesquels les modèles sont fondés. Ces principes, sur lesquels repose encore la vie préservée de l'Orient, doivent au moins être saisis, respectés et compris si le provincial occidental veut devenir citoyen du monde. Même la bonté du monde moderne est dépourvue de principes. Son altruisme ne se fonde plus sur la connaissance du soi de tous les êtres, et par conséquent sur l'amour du soi, mais seulement sur une inclination égoïste. Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas enclins à être désintéressés? Existe-t-il une norme intellectuelle
suivant laquelle ils puissent être blâmés. Si jamais l'abîme qui sépare l'Orient et l'Occident, abîme dont nous sommes sans cesse plus conscients au fur et à mesure que des contacts physiques s'imposent à nous, doit être comblé, ce sera seulement par un accord sur les principes et non par une participation à des formes communes de gouvernement ou à des méthodes communes de fabrication et de distribution. Comme l'a dit Kierkegaard, ce n'est pas de nouvelles formes de gouvernement, mais d'un nouveau Socrate dont le monde a besoin. Une philosophie identique à celle de Platon est toujours une force vive en Orient. Nous disons que le monde moderne est un corps sans tête. Dans les livres orientaux, on enseigne comment remettre les têtes à leur place. C'est un enseignement sacrificiel et préoccupé des réalités. Extérieurement un rite, intérieurement une renaissance. Proposer un accord sur les principes ne nécessite pas ou n'implique pas que le monde occidental doive s'orientaliser. Entre gens bien élevés, la propagande n'est pas de mise, et chacun est tenu de faire usage des formes qui conviennent à sa propre constitution psychopsychique. C'est l'Européen qui veut pratiquer le yoga. L'Oriental, lui, fait remarquer qu'il possède déjà ses propres disciplines contemplatives. Nous devons voir qu'une reconnaissance des principes selon lesquels l'Orient vit toujours et dont on peut observer des applications pratiques, et peu nombreux sont ceux qui contesteront que les peuples demeurés jusqu'ici préservés sont plus heureux que ceux qui ont été contaminés, ramènerait le monde moderne de réalités appauvries, où l'on soutient qu'une connaissance qui n'est pas empirique n'a pas de sens. Au philosophe qui a nié que la connaissance soit dépendante des sensations et soutenu que tout savoir est réminiscence. Ils ne peuvent nous aider, ceux qui, pour citer Platon, pensent que seuls existent ceux qu'ils peuvent saisir fermement avec leurs mains. Je répéterai ici ce que j'ai dit ailleurs. L'Européen, dans son propre intérêt et dans celui de tous les hommes d'un monde futur, doit non seulement cesser de nuire aux autres peuples du monde et de les exploiter, mais aussi de renoncer à la conviction vaniteuse qui lui est chère et selon laquelle il peut faire le bien autrement qu'en étant bon lui-même. Je suis loin de croire que l'Européen soit incapable de bonté. En conclusion, je voudrais dire que les quelques Européens qui travaillent dans le domaine oriental, à qui mes critiques ne s'appliquent pas, seront les derniers à les désapprouver. Aussi, ce que j'ai dit, vous ne l'entendrez pas dans la bouche des Orientaux, ayant déjà reçu une éducation anglaise, qui sont trop souvent contaminés et avec qui vous êtes en mesure de converser. Je parle au nom d'une majorité, lettrée et illettrée, qui ne s'exprime pas, en partie par inclination, et en partie parce que, à plus d'un égard, elle ne parle pas votre langage. Je parle pour ceux qui, jadis, se sont inclinés devant l'Occident avec un patient et profond dédain, et qui n'en constituent pas moins une puissance aujourd'hui, même si vous ne pouvez les connaître ou les entendre.